Bonsoir à tous, bienvenue dans les locaux de Meritis. On est du coup ravis de vous accueillir pour ce soir la présentation qui sera faite par Cédric sur justement une introduction à l'outil Kubernetes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en quelques mots, Meritis, nous on est un cabinet de conseil en système d'information. On est spécialisé dans plusieurs domaines fonctionnels. D'une part, la banque de financement et d'investissement, avec des clients comme par exemple BNP Paribas CIB, Société Générale CIB, CACIB, HSBC, Natixis. On travaille aussi en asset management, en assurance. Et après, on a une filiale qui va vraiment travailler dans le domaine industriel, donc comme par exemple des clients on travaille beaucoup avec la SNCF, la RATP, L'Oréal, ce genre de clients-là, Parrot également. Et notre souhait, c'est vraiment de réussir à bâtir des communautés d'expertise autour de sujets technologiques, comme par exemple le Big Data. Je vois Wahab, du coup, qui est notre référent Big Data ici, la data science, le machine learning, et entre autres, du coup, le DevOps, donc communauté à laquelle participe Cédric, qui est donc consultant Meritis. On a également un lab qui intervient sur des sujets plutôt liés au NLP. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et l'idée, c'est d'accompagner donc nos clients sur ces différentes problématiques via des projets qu'on propose à nos consultants. Après la présentation, Julien et moi, du coup, on sera là si vous avez des questions à propos de ces projets. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous poser des questions parce qu'on y répondra. En tout cas, je vais passer la main du coup à Cédric qui va vous donner plus d'informations sur cet outil. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. On va démarrer. J'ai un retour énorme. Ah, c'est mieux. C'est toujours bizarre de s'entendre. Merci. Alors, on va parler aujourd'hui de Kubernetes et on va faire surtout une introduction. Je voudrais savoir qui aurait déjà un petit peu manipulé Kubernetes ici dans la salle. Est-ce que c'est... D'accord. Est-ce que d'autres ont été plus loin et l'utilisent en production, littéralement? Ah, une personne, oui. Ouais. Donc ça, le public, c'est à peu près, c'est à peu près effectivement le public visé aujourd'hui. Donc moi, je vais me présenter 2 minutes. Donc, je suis Cédric Leblond, je travaille donc chez Meritis. Je suis aussi un des organisateurs de la communauté AzuGFR. Donc c'est une communauté qui est sur tout ce qui est Cloud Azure. Donc c'est la communauté des utilisateurs du Cloud Azure, tout simplement, en France. Voilà. Vous en avez d'autres en Belgique et un petit peu partout dans le monde. Donc on organise aussi des meet-up régulièrement, un petit peu partout dans Paris, aussi à Lyon, et puis un petit peu plus rarement dans le sud, à Nice ou à Bordeaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi, si ça vous intéresse, le sujet Azure, sur cette communauté. On est sur Meetup, hein, bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est savoir, sur Kubernetes, moi je suis relativement débutant aussi, j'ai joué avec, comme on commence tout juste à l'utiliser. Alors c'est en pré-production, je dirais, parce qu'on n'est pas tout à fait en production. Donc je me suis dit, voilà, c'était le bon moment de partager un petit peu ce que j'avais compris, et surtout de partager ce qui me semblait important pour l'introduire et comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Parce que Kubernetes, c'est quand même quelque chose d'un petit peu énorme. Voilà. Alors, pour ça, on va tout simplement prendre un moyen que j'aime bien, c'est de prendre un exemple, tout simplement. Donc, je peux prendre une application qui s'appelle TrainTrain, qui est très très simple, puisqu'il s'agit juste d'une API REST. Et son job à cette API, c'est de faire des réservations de places dans des trains, tout simplement. Et ça, c'est une application qui avait été développée à l'époque, il y a 2 ans, pour le DDD épisode 1. Donc vous verrez aussi que si ça vous intéresse, vous pourrez regarder les autres branches. Il y a plein de choses intéressantes sur la manière de coder, la manière d'améliorer aussi l'application en elle-même, quoi. Voilà. Là, je vais me concentrer vraiment sur la partie, la passer sur du Kubernetes, quoi. Voilà. On va aller faire un petit tour tout de suite dans l'application. Je pense que le mieux, c'est de comprendre assez rapidement de quoi on parle. Alors oui, c'est une application .NET, mais à la limite, on s'en fiche. Hein, c'est juste parce que moi, c'est plus facile pour moi de faire avec ça. Alors, cette application, en réalité, elle a 3 API.
une API de réservation, et puis elle a 2 autres API, une pour aller chercher des informations sur les trains, comment ils sont constitués, combien il y a de RAM, etc. Et puis, il y a un petit service qui nous permet de récupérer les informations de référence, normalement, et aussi, par exemple, le numéro de référence de votre réservation, par exemple. Voilà. Il fait ça aussi. Donc c'est une application qui est petite, mais déjà son problème qu'on a actuellement, dans le scénario qu'on avait, c'est que tout simplement, cette application, elle a déjà trop de choses. Voilà, elle est petite, mais elle a quand même déjà trop de choses. C'est-à-dire que la partie qu'on voit ici, là, avec le Railway, c'est des choses qu'on aimerait bien, qu'on souhaite donner à l'extérieur, donner l'accès à d'autres personnes. Et c'est ça qui, en premier, motive le fait de le passer sur Kubernetes. Et aussi, en même temps, de séparer les deux. Au final, d'avoir des cycles de vie complètement différents entre la partie Railway et la partie Train-Train. Voilà. Donc on n'ira pas jusqu'au bout, mais on ira quand même voir jusqu'à comment on fait pour exposer juste cette partie-là à l'extérieur, éventuellement à d'autres, voire même à tous, peu importe. Et par contre, on n'expose pas notre train qui nous permet de faire la réservation. Voilà. Alors l'application en elle-même, hein, elle n'est pas très très jolie. Hein. Si on regarde un peu dedans, il y a des choses un peu bizarres. Tout est au même endroit. Elle n'est pas très très bien architecturée aussi. Hein. Ce qui m'emmène à mon propos, c'est que Kubernetes, voilà à quoi pourquoi il est fait. Là où il va être bon, ça va être évidemment celui qui est en plein milieu, qui est dans les microservices. C'est là où, malgré la complexité, que l'outil soit très compliqué, lorsqu'on va sur des microservices, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de gains qui font que ça vaut le coup d'aller vers Kubernetes parce qu'on a 50, 100, 200 services à orchestrer, quoi. Alors que si j'ai quelques services, là en l'occurrence j'en ai qu'un, peut-être que je pourrais faire d'abord la première marche, c'est-à-dire le mettre dans un conteneur. Ça suffirait peut-être, sans doute. Mais là on peut imaginer que derrière, c'est mon POC et derrière j'en ai 50 autres services où je vais faire exactement la même chose, quoi. Ce qui va me permettre ensuite d'être vraiment dans l'étape supérieure avec des microservices un petit peu partout. Voilà. Puis après, on peut monter un petit peu, on peut aller vers du serverless, vers des fonctions as a service, voire même du SaaS. Mais bon, la SaaS, c'est quand on fait du code custom, on utilise rarement du SaaS quand même. Voilà. J'ai parlé de microservices. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est juste un style d'architecture logicielle. Finalement, on l'oppose à monolithique. Monolithique, c'est-à-dire qu'on a une application qui fait tous les services et qui accède à toutes les données dont elle a besoin, contre les microservices où nos applications sont un petit peu découpées. Bon, là, on n'en a mis que 2. Et où on a à l'intérieur des responsabilités qui sont limitées. Donc là, on rejoint un petit peu le domain-driven design, où on essaye d'avoir des choses qui sont cohérentes et plus petites, quoi. Le mot micro, il ne faut pas trop s'y attacher. Hein. La taille peut être différente selon le domaine. Ça peut être tout petit, ça peut être plutôt nano, ou à l'autre bout, ça peut être plutôt macro, quoi. L'idée, c'est que ça reste relativement petit et que ça ne travaille que sur quelques services donnés. Voilà. Et le deuxième point aussi, c'est que tous ces services soient découplés. C'est-à-dire que lorsque j'appelle un microservice de l'un à l'autre, que je puisse gérer des cycles de vie différents, donc je vais commencer à gérer des API avec des versions, notamment des choses comme ça, quoi. Donc ça amène aussi pas mal de challenges dans le code. C'est-à-dire que là, je ne vais pas le montrer, mais si on ne fait que prendre du vieux code et le mettre dans Kubernetes, ça ne va pas amener grand-chose comme bénéfice, quoi. Voilà. Hop. Alors, on va prendre un petit exemple pour bien fixer les choses. Là, c'est une application Java, hein, pour faire un petit peu le pendant, pas que du .NET quand même. Là, c'est un véritable exemple de chez Xerox, où ils proposaient des services à leurs clients. Alors, jusque maintenant, ils faisaient très simple. Ils créaient une virtual machine par client et ils posaient le service dessus. Jusque-là, pas de souci.
Et puis, il y avait un ensemble de services partagés, en gros, AK, des bases de données partagées, quoi. Et bien, après, ce qu'ils ont fait une fois passé en Kubernetes, bon là, il s'agit d'Azure Kubernetes Service, hein, forcément, étant dans le groupe Azure, forcément. Mais là, on va faire un petit peu la même chose, finalement. Mais là, on aura, par client, uniquement un conteneur qui va tourner dans Kubernetes. C'est tout. Et puis, on aura toujours les ensembles de services partagés. Et en plus, dans ces ensembles de services partagés, on aura les bases de données Postgre que tout à l'heure étaient directement sur la machine. Voilà. Le gros bénéfice de ça, hein, c'est surtout qu'en quelques minutes, voire quelques secondes, un nouveau client peut être onboardé contre plusieurs jours, parce que c'était fait à la main avant. Et puis aussi, un besoin en architecture et en machine virtuelle bien moindre, quoi. Voilà, tout simplement. Une rationalisation de l'infrastructure. Donc ça, c'est un exemple concret, un petit peu plus concret que ce que je vais pouvoir vous montrer là, puisque forcément, je travaille sur une application qui est toute petite. Voilà. Alors, avant de faire du Kubernetes, je suis désolé, mais on va parler encore de Docker, encore et toujours, parce que pour déployer sur Kubernetes, on va déployer des images et des conteneurs Docker. Donc la première étape, ça va être de créer nos images, nos conteneurs, et ensuite, une fois qu'on les aura poussés dans un registre, on pourra travailler dessus avec Kubernetes. Voilà. Donc finalement, la première étape au niveau des transformations dans l'application, on va voir que c'est au niveau des conteneurs. Peut-être juste pour rappeler, peut-être que certains ont très peu entendu parler des conteneurs, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Juste pour être sûr. Qu'est-ce que c'est quoi un conteneur? Alors c'est pas la chose réelle qui est de l'autre côté, hein, évidemment, on est tous d'accord. C'est surtout une manière de délivrer une application, on peut dire que c'est une livraison d'application. Et puis, encore plus simplement, c'est un process en fait qui tourne sur une machine, tout simplement. Alors ce process, il est un petit peu plus contraint, un petit peu plus gardé qu'un process classique peut-être, parce qu'on va lui avoir associé des namespaces et des cgroupes, en tout cas sous Linux. Sous Windows, évidemment, ça marche différemment. Ça nous permet de le sécuriser, d'en avoir plusieurs sur une même machine, en mode sandbox, et ces différents conteneurs ne se voient pas sur la machine, quoi. Voilà. Et normalement, on fait en sorte que du coup, ils ne puissent pas sortir de leur enclos. Voilà. Mais ce n'est qu'un process au final. Il ne faut pas l'oublier par rapport aux machines virtuelles, hein. On vous présente souvent ça. Oui, c'est vrai, certes, la machine virtuelle, elle a un guest OS, elle travaille sur un hyperviseur. Et le conteneur, lui, il travaille directement avec Docker et plus précisément sur runC. Oui, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est que là, j'ai une machine complète. Et là, j'ai juste un process, en fait, au final. Voilà. Et puis un conteneur, c'est pas exactement juste un process quand même, n'exagérons pas. En réalité, le conteneur, il est instancié à partir d'une image qui elle-même est constituée de différentes couches. C'est-à-dire que je vais prendre une image de base et puis je vais rajouter mes couches personnelles par-dessus. Et puis enfin, pour le conteneur, on rajoute une couche en lecture-écriture par-dessus au moment de lancer le process, quoi. Voilà. Ça, c'est le démon Docker classiquement qui s'en occupe sur votre machine. Ou chez Kubernetes, c'est un autre élément qui s'appelle Kubelet qui s'occupe de faire ça. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et avant d'arriver à l'orchestration, on va quand même créer nos conteneurs. Alors, je vais aller assez vite. Parce que la plupart du temps, maintenant, ce qui est assez pratique, c'est que là, je vais le faire dans un IDE, mais n'importe quel IDE, de plus en plus, il y a des plugins pour nous aider, quoi. Parce que finalement, une application .NET Core, là, c'est une application .NET Core, le seul effort qu'on a fait au préalable pour faire Kubernetes, on s'est dit quand même Kubernetes, ça marche mieux avec Linux. Et puis en plus, .NET Core, ça marche mieux sous Linux. Donc on va porter l'application sur .NET Core. C'est le seul effort qu'on a fait avant d'aller mettre l'application dans des conteneurs et puis sur Kubernetes. Voilà.
Donc là, je vais faire un magnifique clic droit, hein, vous avez l'habitude. De toute façon, c'est forcément, avec les produits Microsoft, c'est forcément du clic droit. Et puis, on va ajouter ce qu'on appelle un Container Orchestrator Support. J'ai d'autres choix. Kubernetes Helm, mais ça c'est trop facile parce que sinon je vais bypasser toute la suite si jamais je clique là-dessus. On aura déjà fini. C'est un peu dommage. Donc je vais faire avec Docker Compose. Linux. Hein. Voilà. Puis là, il va me créer. Il m'a créé un fichier Docker Compose qu'on voit ici. Je vais l'ouvrir. Voilà. En disant que, tiens, il y a un premier Dockerfile qui est là à aller construire. Et puis dans le Dockerfile, on voit les différentes étapes avec un multistage, bien sûr, voilà, pour minimiser la taille de l'image qui tournera dans Kubernetes et éviter d'embarquer le SDK. Voilà, tout simplement. Ça, c'est classique, hein. Il n'y a pas de secret, quoi. Voilà. Après, il faut que je le fasse. La même chose sur les 3 autres. Où je vais pas. Voilà, c'est juste un clic droit. On peut aussi l'écrire à la main, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais bon, dans toutes les technos, il y aura un outil, quelque chose qui vous permettra finalement, si on fait du Spring Boot, il y a évidemment un module qui vous permet de le faire automatiquement, quoi. Voilà. Avec un module Maven d'ailleurs qui existe, j'en suis sûr. Voilà. Alors, on va passer directement au résultat. Ça, c'est plus pratique quand même. On va... Ah, bon, je peux pas faire ça. D'habitude on peut. J'enlève les changements simplement pour pouvoir basculer de branche. Voilà. After Docker. Ah oui, il faut que je les supprime. Voilà, on va juste aller sur le résultat, tout simplement. Ça, je m'attarderai un petit peu plus sur le Docker Compose, maintenant qu'il est complet. On voit que sur le Docker Compose, simplement, j'ai les 3 Dockerfiles qui sont référencés. Voilà. J'aurais pourrais rajouter aussi des éléments pour expliquer comment l'un appelle l'autre, etc. Enfin, on peut l'enrichir, hein, bien sûr, le Docker Compose. Moi, la seule chose que j'ai modifiée ailleurs dans l'application, c'est que justement, c'est pas très très joli, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir refactorer à un moment donné, ça c'est sûr. C'est que j'ai les URL des services en dur dans le code, quoi. Donc c'est pas très joli, hein, mais voilà. Dans une des dernières étapes, il y a plus cet appel direct dans l'URL. Moi, j'ai juste changé l'URL pour lui dire, maintenant en fait, on va aller chercher directement cette adresse-là, puisque chacun des conteneurs, en réalité, quand ici, là je vois qu'il y a un nom, en fait, ça ce sera le nom de chacun des conteneurs, quoi, tout simplement. Voilà. Donc je pourrais l'utiliser directement. Voilà. Je vais passer directement sur l'autre. Ça, c'est pour éviter des soucis. Ah. Le clic droit met un peu de temps. Je lui dis de démarrer maintenant. Maintenant que je suis en Docker, c'est fini. Je n'ai plus besoin du tout d'utiliser
bon, finalement, mon compilateur qui est installé sur ma machine, je vais tout faire dans Docker, quoi. Parce que la promesse aussi, c'est que ce que je fais sur mon poste de dev, si ça marche, ça va marcher jusqu'au bout. Oui, enfin, d'accord, mais il faudrait d'abord compiler sur le poste de dev de la même manière que lorsque je vais compiler sur mon CI/CD et puis aller après déployer dans Kubernetes, quoi. Voilà. Sinon, on peut avoir des soucis. Donc comme ça, là on est parti. Ça peut démarrer sans problème. Normalement, pour gagner un peu de temps, comme je l'ai déjà fait, les images sont prêtes, donc il ne fait pas grand-chose, hein. Là, on voit qu'en bas, ça défile. Vous voyez qu'il est en train tout simplement de repasser les différentes étapes. Bon, il va super vite, déjà parce que l'application n'est pas très grosse, parce qu'il y avait déjà les images de base dessus, donc il n'y a pas besoin de les télécharger, etc. Et puis, voilà, finalement, il refait sans doute pas grand-chose. La compilation, il est obligé quand même. Voilà. Ça, c'est la première étape. Là, je vérifie quand même que ça fonctionne en local. Puis après, je vais pouvoir les pousser. Parce que dans Kubernetes, on travaille une fois qu'on a des images qui sont dans un registry, quoi. Donc là, ce qu'on va faire juste après, c'est tout simplement les pousser dans le registry. Voilà. Là, c'est un petit peu plus long finalement. J'aurais pas dû recompiler tout à l'heure et basculer de branche. Normalement, il y a une page qui est indiquée pour s'ouvrir par défaut, donc elle devrait s'ouvrir naturellement. Et ça prend toujours un petit peu de temps à l'instanciation. Bon. C'est pas grave, on va essayer d'y aller manuellement. S'il veut pas, je pense que c'est ça là. Pas encore. Pourtant, elle est démarrée. Étrange. Tout a l'air bien. C'est de s'arrêter au bon endroit. À l'entrée. Bon, on va essayer. Déjà, on va aller voir. C'est l'occasion. On va vérifier si on a effectivement des conteneurs qui ont été instanciés. Donc à faire. Hein. Ils sont là. Ah, c'est pour ça. La page ne s'est pas ouverte automatiquement. Bon, ça peut arriver. Et du coup, la page qui m'intéresse, elle a un autre port. Tout simplement. Ah, voilà. Donc en plus, je peux débugger. Voilà, du coup, je ne voulais pas forcément vous le montrer, mais bon, voilà, on peut débugger. Effectivement, on s'y attend un petit peu quand même. Là, vous voyez qu'il y a un appel à l'autre service. Et si je fais F10, ouais, c'est comme ça normalement. C'est pas moi. Voilà. Donc là, ça fait l'appel. Et ça, voilà, c'est bien passé. Donc c'est bon que j'ai bien la connexion entre eux, j'ai pas de souci. C'est-à-dire que ça, je vais pouvoir. Ah oui, il faut que j'appuie sur fonction en même temps. Voilà, j'ai enfin ma page qui s'affiche. Vous voyez, c'est une application extraordinaire avec une superbe interface graphique, mais en même temps, ce n'est qu'une API. Hein. Voilà. Donc là, on voit que j'ai fait une réservation
sur le train avec l'ID Express 20008. J'ai ma référence de booking et j'ai mes sites. Voilà, tout simplement. Donc ça fonctionne. On va les pousser tout de suite. Quand on est avec Docker Compose, l'avantage c'est qu'il y a juste besoin de lancer bon, ils sont déjà build, pas tout à fait. On va quand même le faire, mais normalement ils le sont déjà. Ah, pardon. J'anticipe sur la commande que j'aimerais avoir directement dans Docker. Voilà. Là c'est pareil, hein. Il va refaire, il va aller encore plus vite parce que là pour le coup normalement il a vraiment rien à faire parce que strictement rien n'a changé. Qui repasse tout. En fait pourquoi il refait? Parce que tout à l'heure quand j'étais dans Visual Studio, il met un tag sur l'image en -dev alors que là il va pas en mettre, hein, tout simplement. J'aurais pu mettre une commande pour qu'il le fasse. Voilà. Ah si, je vais vous expliquer aussi peut-être dans le Docker Compose. Ici, pour pouvoir pousser dans un registry, il y a ici une variable en fait, qui est prise sur la variable d'environnement. Donc moi, j'ai seté une variable d'environnement avec mon compte Docker, ce qui va me permettre de pousser directement sur ma registry Docker. Voilà, c'est fini. Un petit push. Je me suis logué, hein, je suis déjà logué, sinon ça ne marche pas. Voilà, de toute façon tout existe déjà, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Oui, ça, il n'y a pas de différence par rapport à ce que j'ai déjà poussé. Plutôt logique, parce que j'ai pas changé le code. Voilà. Là, on a fini la partie Docker pure. Maintenant, ça y est, on a des images, on va pouvoir travailler sous Kubernetes, quoi. On peut aller un peu plus loin. Je vais basculer sur la présentation. On va faire un petit peu d'orchestration, parce que finalement, Kubernetes, son avantage, c'est que lui, il va orchestrer tout un tas de conteneurs pour nous, faire en sorte que ces conteneurs puissent s'appeler les uns les autres, déjà pas mal, voire les empêcher de s'appeler les uns les autres, si on veut un peu plus de sécurité. Mais on va aussi permettre de les atteindre depuis l'extérieur, aussi, de les partager à d'autres, ou on va aussi pouvoir configurer des choses pour aller chercher des bases de données à l'extérieur. On peut même imaginer des choses, mais là c'est des extensions à Kubernetes, quand on est dans des cloud providers, de dire via Kubernetes, avec l'orchestrateur, je vais provisionner une base de données qui est dans AWS ou dans Azure. Il y a des choses comme ça qui commencent aussi à apparaître de plus en plus. Alors, ce n'est pas Kubernetes de base, forcément. C'est des extensions, quoi. Évidemment, on ne verra pas tout ça aujourd'hui, hein. On va revenir à la base, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour déployer mon API dans un cluster Kubernetes. La première étape, évidemment, c'est d'en créer un. Ça, je l'ai déjà fait. Vous pouvez en créer un sur n'importe quel cloud provider. Ils ont tous une manière de déployer du Kubernetes. Voilà. Donc facilement, parce que si vous le faites vous à la main, provisionnant les machines, etc., il y a peu de chances de s'en sortir, à moins d'être un expert, quoi. Voilà. Alors pour apprendre, c'est un peu dommage. Commençons par des choses simples. Donc je disais, c'est un conteneur. C'est un orchestrateur de conteneurs, pardon. Il est open source, ce qui va nous permettre de mettre aussi nos applications facilement à l'échelle. C'est aussi ce qu'on va chercher le plus souvent quand même. Voilà. On va aussi aller chercher le fait que si jamais notre application, notre conteneur a, je sais pas, elle a un petit leak memory, ça n'arrive jamais, hein, bien sûr, et puis que sa mémoire augmente, et puis mais il n'y a plus de mémoire à un moment donné. Eh ben, elle tombe, elle s'arrête, Kubernetes, il va la redémarrer pour nous. Bon, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, il y a d'autres choses qui le font.
On peut aussi scaler facilement. On peut lui demander, via une commande très simple depuis le client qui s'appelle scale, de lui dire de rajouter d'autres réplicas de ce qu'on appelle un pod. Un pod, c'est l'enveloppe qui contient un ou plusieurs conteneurs. 99% du temps, un conteneur et éventuellement d'autres petits conteneurs à côté, mais qui sont un peu des sides. Voilà. Et puis, on va pouvoir gérer tout un tas d'autres choses, quoi. Pour là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'ils puissent orchestrer, démarrer nos conteneurs, et aussi quelques fonctionnalités pour qu'on puisse assez facilement venir les chercher et les utiliser depuis l'extérieur. Il y a quelques termes. Nous, on va parler de pod. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est l'enveloppe c'est ça qui va être déployé en réalité dans Kubernetes. Mais à l'intérieur, il y a notre conteneur avec notre image, ou plusieurs. La pratique, c'est que pour notre code, c'est qu'il y ait un conteneur, un pod, quoi. On va voir les services, et ce qui permet d'avoir une adresse IP et d'atteindre nos pods, ou tout simplement réplica set, parce que c'est ce qui nous permet de gérer le fait d'avoir plusieurs pods d'une même image. Et puis les deployments, ça nous permet d'orchestrer un petit peu le réplica set, le pod, etc., plutôt que de les faire un par un, quoi. Voilà. Comment la question? Les nodes. Les nodes, c'est plutôt la partie infrastructure. Bon, justement, je vais en parler un petit peu. Les nodes, ce sont les machines sur lesquelles vont tourner nos pods, pour ceux qui s'appellent les workers. Et puis après, il y a aussi des autres nodes dits master, qui, eux, font la gestion du cluster, quoi, en lui-même. Alors, lorsqu'on est dans une solution cloud provider, quasiment tous ont les parties master qui est complètement managée, quoi, sur laquelle, du coup, nous, on n'a rien à faire. Quand on crée notre Kubernetes, ça, c'est déjà monté. À côté, il nous monte des machines, des nodes workers, sur lesquels on va déployer nos pods, quoi. Voilà. Et si on n'est pas dans le cloud, il faut tout faire à la main, mais il y a des distributions quand même pour nous aider. Voilà. Alors pour démarrer, on peut démarrer tout simple avec, sur notre PC, on peut démarrer avec Docker for Windows, Docker for Mac, parce que maintenant il y a Kubernetes en option, ou au moins dans la version bêta en tout cas. Et puis il y a aussi sous Linux, on peut utiliser Minikube. Parce que sous Linux, il n'y a pas de Docker for Linux pour l'instant. Voilà. C'est un moyen très simple finalement d'installer un petit cluster Kubernetes un petit peu partout. Très léger, Minikube, c'est quand même le plus facile a priori, sur une machine serveur, quoi. Voilà. Puis sur son PC de développement, un Docker for Windows ou Minikube pour ceux qui ont un Linux pour développer. C'est assez rare, mais je sais que certains préfèrent utiliser un Linux. Alors Kubernetes, comment ça fonctionne? On a le contrôle de Kubernetes est fait via une API serveur. C'est une API qui finalement est hébergée dans les masternodes, hein, quelque part. Voilà. On va pouvoir scheduler, contrôler, voilà. On est dans le masternode. Et puis nos machines worker node ou esclaves, sur laquelle on va installer aussi Kubernetes, notamment Kubelet. C'est lui qui va prendre les différents ordres et qui va orchestrer le fait d'aller créer des pods dans lesquels il y a des conteneurs. Alors l'image est toujours un petit peu faussée, les 3/4 du temps en fait il n'y en a qu'un seul. Il peut y en avoir d'autres, par exemple parfois pour faire du monitoring, sur certains sujets on va rajouter un autre conteneur à côté, ou pour faire du service mesh, ou pour chaque pod, en fait, on va rajouter un autre petit conteneur à côté du conteneur principal. Voilà. Et ça dépend des solutions. Voilà, donc c'est Kubelet qui vient orchestrer et c'est Kubeproxy qui vient par défaut. Hein. Tout ça, évidemment, on peut être changé, mais on ne verra pas ça aujourd'hui, pour faire communiquer les pods entre eux ou depuis l'extérieur du worker.
On peut aussi discuter depuis Internet, pareil, c'est le kube proxy qui va faire le travail, quoi. Voilà. Un petit peu comment ça fonctionne. Et puis comment on fait pour dire, justement, avec la House API Server, de déployer des choses? Alors, on peut quasiment lui dire en impératif avec la commande de créer des choses. C'est-à-dire create pod, et il va créer un pod. Bon, ok. Sauf que là, l'intérêt de Kubernetes, c'est aussi d'avoir ce qu'on va faire de donner l'état désiré, lui dire je veux mon application qui en fait est constituée de 3 conteneurs qui travaillent ensemble, et je veux que les 3 travaillent ensemble. Et je veux aussi qu'il soit disponible qu'un des 3, par exemple, soit atteignable depuis l'extérieur, et puis les 2 autres, je ne peux pas les utiliser depuis l'extérieur. Seuls des pods, d'autres conteneurs pourront aller récupérer des informations à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour ça, on va utiliser tout simplement des fichiers manifestes en YAML pour ne pas changer. On va décrire avec une certaine syntaxe, on va définir la version, le déploiement, le type, des informations de metadata, etc. On l'envoie à Kube via le client qui s'appelle kubectl, en usant un apply en l'occurrence. Et lui va traduire ça et il va scheduler et envoyer les ordres aux différents kubelets sur les worker nodes pour qu'effectivement notre pod soit créé selon nos souhaits. Voilà. Là, typiquement, c'est très simple, on a le déploiement d'un conteneur Nginx, donc qui est un reverse proxy, et qu'on va aussi utiliser tout à l'heure. Voilà. Finalement, c'est toujours amusant, c'est le truc le plus important là-dedans à comprendre, c'est les labels. Finalement, c'est bête. Sinon, le reste, on comprend assez bien. La spécification, ok, je dis ma liste de conteneurs, je lui donne un nom, et puis je lui indique l'image avec le tag. Je peux ne pas mettre de tag, et ça prendra le latest, déconseillé, évidemment, en production. Ça c'est mon template. Et en fait, là, j'ai la notion de réplica, et de réplica set, elle est là, où je dis, voilà, en fait, je vais en avoir 2, quoi, en plus. C'est ce qui se passe à l'autre bout. Hein. D'accord, il en a mis 2, quoi. Voilà. C'est le master, l'orchestrateur, il a décidé que, a priori, le node 1 et le node 3, c'est là où il restait le plus de place, donc et puis il était autorisé à les mettre là, mais on ne lui a pas donné plus d'indications que ça, donc il les a posés dans le node 1 et le node 3. Voilà. Et là, les labels, en fait, sont importants, parce que lorsqu'on va vouloir appliquer d'autres choses sur ce node, tout va passer par les labels, en fait. Si je veux déclarer ce qu'on appelle un service, on va voir juste après, voilà, ici, ça c'est plus simple, et bien, je vais indiquer ici un selector. Et en fait, quand j'indique ici app front-end, ça veut dire que ce service va accéder à tous les pods. Normalement, il y en a quelques-uns potentiellement, qui ont ce label app front-end qui est marqué. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Dans Kubernetes, tout fonctionne grâce au label et aux sélections. Quoi. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention aux labels, ils sont vraiment importants. Quoi. Si je reviens de l'autre côté, voilà. Ici, si je veux exposer mes pods Nginx, je vais faire un selector avec app.nginx au lieu de front-end et j'aurai l'accès via un service voilà. Externe ou pas d'ailleurs. J'aurai au moins une adresse IP, qu'elle soit privée dans le cluster ou publique. C'est la notion suivante. Ça fait un load balancer. La plupart du temps, on utilise quand même un public quand on veut faire ça. Une adresse IP, c'est surtout pour discuter avec l'extérieur. Donc je dis que je veux un service, je le nomme, ça aussi c'est important, parce qu'on pourra le réutiliser encore une fois, donc le nom est à choisir. Je peux même lui préciser forcer l'IP, ne mettez rien, ça sera dynamique. Je dis quel port sur lequel on va venir taper, et puis
pour sélectionner les pods, c'est le sélecteur app frontend, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pour un service qui est dit public. Pourquoi? Parce qu'il est de type, ici, load balancer. Voilà. Donc à l'intérieur, il va créer un load balancer. Quand on est dans le cloud, en réalité, le load balancer, il n'est pas dans le Kubernetes. Il crée le load balancer dans votre cloud provider. Donc c'est un bon exemple de création de ressources dans le cloud via Kubernetes. Tout simplement, on le fait tout le temps en fait. Dès qu'on met à disposition vers Internet des services, finalement, on crée des ressources dans le cloud provider. On peut faire la même chose avec des IP internes. C'est un petit peu différent parce que là, pour le coup, le load balancer, lui, sera effectivement peut être interne. Sur Azure, c'est pas le cas. C'est aussi un load balancer Azure. Bon, c'est un choix. Voilà. Et celui-là, il est interne parce qu'en fait, on a précisé ici qu'on le voulait interne, tout simplement. Parce que la plupart du temps, quand on veut une adresse IP commune pour faire du load balancing, c'est pour qu'il soit atteignable depuis l'extérieur quand même. Sinon, ça n'a pas d'intérêt parce que de toute façon, un pod par défaut, on l'a vu tout à l'heure, on peut atteindre plusieurs pods par leur nom, tout simplement. Voilà. On va voir tout ça tout d'affilée, du coup. Je vais plutôt continuer. Ça, c'est bien, mais pour l'instant, là, ce que je fais, c'est que j'expose mes conteneurs avec une adresse IP. Donc, c'est pas très joli. Pour que ce soit un petit peu plus sympathique et puis aussi les protéger avec du SSL, au moins protéger les datas qui vont transiter à l'extérieur du cluster, on va utiliser une notion d'ingress controller. Voilà, encore une dernière notion qui nous permet là, pour le coup, finalement, d'atteindre nos conteneurs et nos services via une adresse, une URL, tout simplement. Moi, je voulais au moins aller jusque-là. C'est quand même, pour moi, c'est vraiment la base, quoi. Alors, Ingress, c'est une API de Kubernetes. Après, l'implémentation, la manière dont ça va être fait à l'intérieur, il y a plein de choix. Par défaut, on va le faire avec Nginx. Et moi, c'est l'exemple que j'ai pris. Après, il y a plein d'autres solutions qui existent pour le faire, notamment Trafic et encore d'autres. Voilà. Je parle de Trafic parce que d'autres font tellement plus que... Voilà. Et ce service, du coup, il va surveiller les mises à jour de l'ingress et s'assurer finalement que lorsqu'on va appeler notre URL depuis l'extérieur, que le chemin soit bien fait et qu'on atteigne vraiment notre pod et notre conteneur, quoi. Voilà. C'est ce contrôleur-là qui va se charger de faire ça. Ce qui veut dire que il va falloir le déployer aussi sur le cluster. Voilà à quoi ça ressemble un ingress controller. Donc on a toujours un type. Ah, j'ai oublié, l'API version est partie, mais il faut le mettre, hein. Il est indispensable, j'avais pas fait attention. On va indiquer un nom, comme d'habitude, mettre des annotations. On va dire quel host il va répondre, à quelle URL. Là, c'est contoso.com. Et ensuite, on va décrire des règles. Et là, on a décrit que alors HTTP ou HTTPS, hein, vous voyez marqué HTTP, en fait, ça fait les deux. Hein. Ça peut faire les deux. Si j'appelle contoso.com/a, en fait, je vais aller taper derrière le service name, service A. Parce qu'on a créé juste avant, on a créé des services qui ont des noms. Et donc le nom que je mets ici, ça doit être le nom d'un service qui existe, quoi. Voilà. Du coup, l'ingress vient taper le service. Le service sait vers quel pod, parce qu'il y a le selector, se rediriger. Et du coup, la boucle, on a toute la ligne. On part d'Internet, de notre URL.
on rentre dans l'ingress controller qui va nous ramener vers le bon service, et le service va nous ramener à un des pods. Voilà. Et puis si je fais slash B, je vais vers le service B. Voilà, très simple. On montrera un truc un tout petit peu plus compliqué tout à l'heure. Et puis pareil, on peut avoir une notion de derrière. Tout à l'heure, c'était la suite de juste avant. Hein, donc du coup, il y en a un où au final, en fait, on passait par une IP privée, un load balancer interne, et puis l'autre directement, le load balancer externe. L'ingress, on va vers service A. L'ingress, on va vers service B. Voilà la chaîne pour service A, puis service B. Voilà. Et on peut s'amuser aussi à faire ça avec des private IP pour accéder depuis notre intranet, par exemple. Voilà. Les deux sont possibles. La seule différence ici, hein, c'est qu'en fait, l'IP, elle est privée. Là, elle est publique, hein, c'est tout. Il n'y a pas d'autre différence. Hop, ça c'est la conclusion. C'est pas ça. Alors, on va revenir un petit peu à notre application pour voir concrètement ce dont j'ai besoin de faire ici. Alors, comme rappeler, là on voit que j'ai toujours ma train API, et maintenant que je me suis un petit peu séparé, que j'ai des conteneurs qui sont disponibles sur un registry, j'ai plus besoin d'avoir tout dans la même solution. Donc là, on a pu enlever la partie Railway qu'on voulait séparer. Ça y est, maintenant, elle est dans une autre solution. Et lorsque je lance le Docker Compose, c'est pas grave si je ne l'ai pas, parce que de toute façon, il va naturellement venir tirer les conteneurs depuis ma registry. Il faut juste que je fasse attention que je les ai bien avec le bon tag dans la registry. Il faut être attentif à ça. D'ailleurs, le compose n'a pas changé. Hein. Il n'y a pas besoin de le modifier. Voilà. C'est toujours le même par app. Ça fonctionnera. Alors, on va prendre donc, notre exemple pour créer un déploiement. On va commencer par le Railway Booking Reference Service. Vous voyez que j'ai spécifié que je vais mettre juste un seul réplica. Je dois absolument indiquer quels sont les labels qui pourront être utilisés pour être matchés par ailleurs. Donc là, j'en ai défini un. Et donc, si je veux atteindre ce pod, il faudra absolument dans le service que je remette bien ce sélecteur-là avec app, et le nom. Voilà. Après, le template de mon déploiement qui va expliquer ce que je vais déployer. Je vais déployer des pods qui vont avoir le label App Railway Booking Reference Service et qui vont contenir le conteneur Railway Booking Reference Service. Et là, on voit que j'ai bien la référence de l'image qui est complète et qui correspond à ce que j'ai dans Docker. Alors, on peut même y aller pour vous en convaincre. Oui, ça. Normalement, il navigue. Pas grave. Ah oui, j'ai un peu zoomé. Bon, il ne veut pas dézoomer. Voilà, hein, ils sont là. Hein, les deux railways sont là. Il y a aussi le train évidemment, qu'on a poussé tout à l'heure. Je vais déclarer un déploiement pour chacune de mes API. J'en ai une autre ici avec le train data service. Pareil, je fais bien attention au label. Sinon, c'est tout pareil. J'ai juste changé les noms de l'image et des labels. J'ai expliqué quand même que le port à utiliser pour l'atteindre, ce sera le 80, c'est le seul qui sera ouvert. Et puis après, la dernière, la train API, pareil. Voilà, donc toutes les trois avec des déploiements. Ensuite, pour pouvoir
avoir du load balancing sur chacune, que ce soit plus facile à les atteindre et pouvoir les atteindre par ce nom-là. Quand j'ai appelé depuis TrainTrain API, si je peux garder l'URL que j'ai mis tout à l'heure, hein, parce que le railway-booking reference service, en déclarant ceci, dans mon cluster, TrainTrain API, quand il va vouloir utiliser le booking reference service, il aura la bonne URL, quoi. Elle va fonctionner. Là, on indique cluster IP, ça veut dire que du coup, c'est juste interne. J'ai une IP qui est commune. Voilà, c'est un load balancer qui est complètement interne là, pour le coup. Parce que j'ai indiqué cluster IP. Je fais pareil pour le train data service. Ça, c'est juste pour pouvoir l'appeler avec ce nom-là. Et puis enfin, j'ai aussi exposé TrainTrain API, sauf que là, le type, c'est plus cluster IP, mais bien load balancer, pour avoir la possibilité d'avoir une URL externe et pouvoir l'appeler depuis mon PC, quoi, tout simplement. On va nettoyer un peu tout ça, qu'on voit quelque chose. Alors pour le déployer, on va utiliser donc kubectl pour regarder un petit peu ce qu'il y a dessus, hein, d'ailleurs. Ce que j'ai déployé. Bon, on va regarder les pods. Allez. Ça, c'est sur le namespace par défaut. C'est la dernière notion dont je n'ai pas parlé qui est importante. C'est qu'on peut séparer nos différents services, nos différentes applications par namespace. Là, comme je n'ai rien précisé, il a pris le namespace par défaut qui s'appelle default. Voilà. Et dedans, on voit que j'ai deux pods qui tournent sur une application. Et il y a aussi de l'ingress d'ailleurs. Il y a des pods d'ingress que j'ai installés. Comme tout à l'heure, je lance je crée un contrôleur ingress. Ça crée aussi des pods dans les worker nodes. C'est pour ça qu'on se retrouve assez rapidement dans Kubernetes avec énormément de pods, quoi. Il n'y a pas que les pods des applications. Et si je vais... on va aller tout de suite déployer dans un namespace de test. On va appliquer notre manifeste, qui commence par AKS, je crois, normalement. Ah. Tiens. Que se passe-t-il? Ah non. La mémoire flanche. Ah, c'était ça. Et j'ai oublié. C'est ça que j'entendais, le tiret F. Voilà. Et évidemment, je les avais déjà déployés, donc il n'y a pas de changement. Alors, c'est pas drôle, du coup, on va changer. Je vais créer un autre namespace. Donc ça, c'est des commandes un peu plus directives. J'ai un doute sur la syntaxe, mais c'est pas grave. J'ai bien fait d'avoir... Comment? C'est un namespace. Démo. Voilà. Ah oui, un débutant, j'oublie les... J'oublie en fait à chaque fois. Hein. Je suis obligé d'utiliser le help très souvent. Donc maintenant qu'on l'a créé, on va pouvoir faire un apply dessus. Ça c'est plus facile, on l'utilise beaucoup plus souvent. Et j'ai encore oublié le TRF, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est l'habitude de Docker.
où à la fin, le dernier, il est sans information. Donc là, on a vu que j'ai tout créé. Voilà. Et alors, du coup, on va aller regarder ce qui... Parce que j'ai cherché l'adresse IP quand même. Donc j'ai regardé les services. Voilà. Et on voit que j'ai mes 2 services cluster IP, puis le load balancer qui attend d'avoir une adresse IP externe. Voilà. Et puis dans quelques secondes, quelques minutes, ça dépend du monde qu'il y a. Comment? Non, c'est bon, c'est juste que j'ai pas l'adresse IP, mais c'est pas très grave. C'est pas très très grave. On va aller sur un qui l'a déjà. Voilà. Et donc là, normalement, de toute façon, d'ailleurs, elle est déjà ouverte. Voilà. Donc là, si je recommence, hein, j'ai bien un train API qui est disponible. Voilà. Les 2 autres ne sont pas exposés pour l'instant. Je ne pourrais pas les atteindre. On le voit, hein, c'est l'autre. Non, si j'ai fait avec celui-là. Voilà. On voit que sur les autres, j'ai pas d'IP externe au cluster. Là, ce sont des IP qui sont vraiment internes au cluster, donc je ne peux pas aller venir les atteindre directement. Voilà. Puis la dernière étape, donc, qui est d'aller chercher notre ingress. Ah, là, je vais devoir basculer pour vous montrer. Hop. Alors déjà qu'on soit clair quand même, c'est que ça demande d'installer des choses sur Kubernetes. Donc ça demande un petit peu de configuration. C'est surtout cette partie-là qui est indispensable, qui est de créer finalement un service qui va nous permettre de récupérer automatiquement des certificats SSL. Comme là j'utilise Let's Encrypt, c'est quand même tout est facilité parce que tout est existant. Donc j'ai quelques commandes à exécuter et j'ai un certificat Assure qui va me permettre de protéger en SSL assez facilement mes applications. Voilà. Celui-ci d'ailleurs va exploiter Nginx derrière. D'ailleurs, voilà. Et puis après, de mon côté, ça je peux le faire une fois, puis c'est tout. Ça fonctionnera pour toutes mes applications. Une fois que j'ai créé qu'on pourra appeler un cert manager, qui est ici, avec ces instructions-là. Ensuite, je vais pouvoir le réutiliser un petit peu partout. Je vais vous montrer ce qui s'appelle le cluster Assure. Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est encore une fois un fichier manifeste dans lequel on indique voilà, une version. Puis nous, ce qu'on réutilisera, comme d'habitude, le nom SMScript prod dans notre ingress. Voilà. Ça, j'ai besoin de le faire qu'une seule fois, quoi. Donc le ingress, qu'on avait un petit peu vu tout à l'heure, on lui donne un nom. Là, il y a un petit peu d'annotation parce qu'en haut, vous voyez, on est dans les extensions. Là, on est déjà... Même pour un ingress qui pourrait sembler finalement assez simple, on est déjà dans une partie plutôt d'extension d'un point de vue Kubernetes. Finalement, dans un scénario qui pourrait sembler avancé, alors que bon, pour moi, ça devrait être... C'est simple, quoi. Pouvoir atteindre mon service avec une adresse, avec une URL, quand même, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. On pourrait aussi se passer de ça et utiliser sur la gateway du cloud provider, une API gateway, tout simplement. Je n'aurais pas besoin de faire un ingress comme ça. Je ferai l'API gateway et puis je pointerai, depuis l'API gateway, je pointe directement sur mon adresse IP. L'API gateway, ça va se charger de faire le SSL et compagnie, quoi. Bon, c'est bon, c'est fait. Ça marche aussi. Ensuite, on lui donne quelques spécifications. Encore une fois, l'adresse à laquelle va répondre cette ingress, cette spécification. Et puis, les règles. Là, j'ai mis qu'un host, hein, c'est pour ça que j'ai que ce
Dans les rôles, j'ai juste un seul host avec ce nom-là. Ici, si on atteint Railway West Europe /booking reference, eh ben, tu vas taper sur le service de booking reference, voilà, qu'on avait déjà créé tout à l'heure. Rien d'extraordinaire, on fait pareil. Là, je fais exactement la même chose pour le service DataTrain, sauf qu'on peut faire des trucs un petit peu sympas. C'est que moi, j'avais pas envie de... Ce slash API, là, je voulais pas le voir. Je voulais l'exposer sans le slash API. Du coup, bah, on a réécrit un petit peu la target. Donc, je vais répondre à slash data for train. Puis, en fait, en réalité, derrière, quand je vais appeler mon service, bah, je vais changer un petit peu. Je vais bien l'appeler avec le slash API parce que mon service et mon appli, c'est ce qu'elle attend, quoi. Mon contrôleur qui a été codé, lui, il répond avec cette adresse-là, quoi. Voilà. Donc on peut faire un petit peu de réécriture. Là, j'ai fait un truc assez simple. On peut aller bien au-delà. Là, j'ai utilisé Nginx, donc ça reste... c'est le composant de base, hein, par défaut. Et avec d'autres, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et puis, bien sûr, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est les deux que je voulais exposer. Je vous disais tout à l'heure, c'est que je voulais exposer juste la partie Railway de manière publique et puis garder la partie train réservation de manière privée. Bah voilà, là ça y est, c'est bon, c'est gagné, puisque je l'ai exposé via une URL qui va être publique, donc tout va bien, quoi. Et j'ai juste oublié un petit détail, c'est qu'évidemment, au préalable, j'ai créé l'entrée DNS dans mon cloud provider, hein, comme vous voyez le nom. Voilà. J'ai quand même créé l'entrée DNS. Voilà. Et j'ai créé l'entrée DNS sur les IP des services de ces des deux services, quoi. Je vais vous montrer tout simplement. Si je reviens un petit peu en arrière, voilà. Voilà ce que j'ai créé en gros. Voilà, je suis rentré l'adresse de mon service et je lui ai dit voilà, ça va répondre. Ce FQDN là va aller sur l'adresse IP Intel. Voilà. Et là, une fois qu'on a préparé notre serveur, qu'on a créé notre cluster issuer sur lequel on était tout à l'heure, eh ben, on peut lancer notre ingress qui est tout prêt. Comme tout à l'heure, en fait. Il n'y a pas de... Je fais aussi un apply. Ah. Bah, décidément, je ne me rappelle plus des noms. Ah oui. Chaque fois, j'ai changé, en fait. Voilà, et puis, on peut l'appliquer. Donc j'ai toujours la possibilité, évidemment ça ne change pas, j'ai toujours l'accès à TrainTrain pour faire les réservations, mais avec mon adresse IP, qui éventuellement pourrait être une adresse IP privée, donc disponible que pour moi. Et puis ici, là j'ai bien l'accès en HTTPS, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, via mon URL complète au booking reference, donc ça c'est un numéro de booking, hein, qui ressemble étrangement à des numéros dont vous avez l'habitude quand vous prenez le train. Un petit peu plus long, mais c'est la même chose. Et puis là, c'est les données d'un train en particulier. Voilà. Toutes les données du train avec ses références, etc. Voilà, donc ça, du coup, c'est public. Et puis, j'ai pu garder mon appli de réservation de manière privée. Voilà. Mais ça, c'est juste le début, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est bien, j'ai sécurisé mon appli de réservation, mais j'ai mis en public l'image sur le Docker Hub, donc c'est pas très sécurisé mon histoire. Donc évidemment, avant d'aller en production, il va y avoir plein d'autres choses à faire.
Et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué. Et notamment, il y a des choses qu'il faut absolument faire, c'est de limiter les ressources de chacun des pods. Là, je ne l'ai pas fait pour que ça raccourcisse énormément les choses. Mais si je ne limite pas, ben, si un pod part en vrille et prend 100% de CPU, ben, il va prendre 100% de CPU sur le worker node, quoi, potentiellement. Donc, sauf s'il y a des defaults qui sont posés pour limiter le range. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, potentiellement, il peut tout prendre. Donc, ce n'est pas juste mon appli qui va tomber, qui était avant sur une machine. C'est tout ce qu'il y a sur le worker node qui va tomber, qui va être distribué sur d'autres. Mais à un moment donné, si ça tombe sur l'un, ça tombe sur l'autre, et il y a tout qui tombe, quoi. Voilà. C'est déjà arrivé à des gens. Donc, il faut absolument le faire. Mettre aussi des network policy, parce que lorsque je vais avoir 50 containers, 50 applications, par défaut, en fait, elles vont toutes pouvoir se causer les unes aux autres. Il faut juste qu'elles connaissent l'adresse de l'autre, c'est tout. Il n'y a aucune policy pour l'empêcher l'une d'appeler l'autre. Rien du tout, il faut les mettre. Enfin, si on veut. Mais la plupart du temps, une autre stratégie, c'est de faire plusieurs clusters un peu plus petits et de dire, bah, toutes celles qui sont à l'intérieur, finalement, c'est pas de problème, elles peuvent toutes se parler. Ça simplifie un peu. On peut aussi évidemment mettre de la mise à l'échelle. Là, c'est encore un autre type de déploiement. On peut mettre un petit manifeste, toujours pareil, avec un petit selector pour bien sélectionner ce qu'on veut scaler automatiquement. Et Kubernetes, si c'est scaler automatiquement par rapport à la mémoire utilisée, par rapport au CPU, et on peut lui apprendre à le faire avec d'autres éléments, quoi. Il faudra écrire des extensions pour ça. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'au lieu de déployer directement depuis mon poste, j'ai un vrai pipeline de CI/CD, d'exploiter aussi au passage les capacités de blue-green de Kubernetes, qui sont naturelles, ou de Canary. Ça, on peut le faire aussi directement avec ce qu'il nous propose. Et puis, si on a vraiment beaucoup d'applications, les 3/4 du temps, elles se ressemblent. Je vais avoir des API Java, des API .NET, c'est tout un petit peu les mêmes. Donc, on pourra utiliser des modèles réutilisables avec Helm ou Kustomize. Kustomize est inclus dans le client kubectl, et Helm est très très populaire. D'ailleurs, tellement populaire, c'est ce que j'ai utilisé pour installer Nginx, par exemple. Voilà. J'ai à peu près fait le tour, je pense. Merci à vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, sinon j'aurais du mal à entendre de toute façon. Bonsoir, merci. Juste au niveau des tests pour le déploiement, qu'est-ce que tu fais pour tester que ça s'est bien déployé? Là, effectivement, dans la chaîne de CI/CD, vous pourrez faire un peu plus que ce que je fais là. Là, simplement, je testais que l'application fonctionne, qu'elle répondait, quoi. C'est tout. Je n'ai pas fait plus que ça. Alors là, justement, je ne l'ai pas abordé. Je ne vais pas le faire, mais oui, on peut faire des pipelines. D'ailleurs, l'autre application où vous avez vu des pods tout à l'heure, elle est déployée quelque part. Moi, j'ai plus la page d'ouverte, mais elle est peut-être ici. Je l'ai peut-être d'ailleurs quelque part. Non, je ne l'ai pas d'ouvert. En fait, évidemment, pour la démo, là, j'ai pas voulu montrer toute une chaîne de CI/CD pour pas faire trop long, quoi. Voilà. Pour vraiment montrer la base, quoi. Il y a un petit peu. On va changer le zoom. Le zoom à 225, ça n'aide pas trop. On va zoomer un peu, mais pas trop. Voilà. Ici, là, je suis dans. Bon, c'est Azure DevOps, mais bon, forcément, Azure toujours. Et là, effectivement, j'ai déployé au travers d'une release qui va être. Je vais l'éditer, comme ça on voit assez bien le pipeline. Hop, j'ai enlevé ça. Voilà, donc j'ai une partie ici qui permet de construire
qui fait ce que j'ai fait moi à la main, qui fait un Docker Compose build, pour que ce soit très simple. Et puis après, j'ai 2 stages, un en développement, un en prod. Et là, à l'intérieur, j'ai ici des tâches Kubernetes pour faire le déploiement, puis une première d'abord pour déployer sur Azure SQL. Voilà. Là, ça peut se moderniser, on peut faire encore mieux. Ouais, bon. Ça, je l'ai fait il y a un petit bout de temps, donc voilà. Je l'ai fait avec ce qu'il y avait il y a 6 mois. Voilà. Et là, typiquement, si je veux être sûr que ce soit déployé, je rajouterai en dessous une petite tâche pour aller faire l'appel web, par exemple, tout simplement, quoi. Des choses comme ça. D'aller faire des tests, quoi. Directement. J'ai une autre question, je vais en profiter. Le load balancer, parce que j'ai pas très bien saisi, c'est ce qui permet d'être visible depuis l'extérieur. C'est comme un ingress, c'est comme un service. Le type load balancer. Oui, c'est un type. On peut souhaiter en cluster IP. Donc là, ça va être que interne. Le service sera atteignable via le nom qu'on lui a donné par tous les pods qui sont dans Kubernetes par défaut, sauf si on met de la sécurité. Et si je mets load balancer, en fait, ça veut dire qu'il va être disponible à l'extérieur. Et dans le cas d'Azure Kubernetes Service, c'est un load balancer Azure qui va vraiment être instancié et qui va faire le load balancing pour nous, quoi. Voilà. On aura une adresse IP publique disponible. J'essaie de répondre à la question ou... Je suis pas sûr. Sécurité. Comment ça va être géré? La partie sécurité, c'est surtout les network policy. Après, il existe aussi des produits dans la chaîne de CI/CD, notamment analyser les images, là ce qui n'est pas fait, notamment on pourrait faire ça, analyser l'image, et puis après sur le cluster en lui-même, on peut aussi installer des outils pour surveiller le cluster et empêcher certaines actions, notamment empêcher qu'il y ait un conteneur route, qui ait les droits route qui tournent, enfin ça c'est le truc obvious, et aussi qui va surveiller que les conteneurs n'essaient pas d'atteindre certaines fonctionnalités sur la machine en elle-même, quoi. Limiter leur champ d'action, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions ou pas? Merci. Oui, quel conseil tu nous donnerais pour connecter, par exemple, une API A avec une API B directement dans un cadre d'une structure de microservices? Est-ce que tu externalises l'URL? Est-ce que tu... S'il n'y a pas besoin de les... C'est qu'il y a besoin d'être externalisé, bah, on l'externalise. Si B n'a juste besoin d'être appelé par A, bah, un service cluster IP, on l'appelle par son nom et ça fonctionne. Après, sans prendre en compte des aspects de charge de multi-cluster, en restant simple, en se disant qu'on a une application qui est chargée normalement, utilisée en intranet et pas par 200 millions de personnes, quoi. Voilà. Ce qui est complètement différent. Est-ce qu'on peut faire la même chose que ça fait avec Kubernetes, l'application avec Docker Swarm? Non. La réponse c'est non. Non. Il y a des choses que j'ai faites. En fait, j'ai fait tourner tous les conteneurs sur le même port. Ça, avec Swarm, c'est pas possible. Voilà. Il fonctionne, lui, il va fonctionner directement avec les ports. Il n'a pas en tout cas, jusqu'à maintenant, peut-être que ça va venir, hein, mais il n'a pas de réseau virtuel autre. Il en crée un pour les noms, etc., les noms DNS, mais il utilise directement les ports de la machine, en fait. Donc du coup, le conteneur, alors dans Kubernetes, il y a une couche en plus qui fait que on peut avoir 10 000 conteneurs sur le port 80. Ils sont tous atteignables sur le port 80, d'ailleurs on l'a vu, hein. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça, je ne peux pas le faire. Je serais obligé de faire un peu comme j'ai fait, comme si j'étais... j'en ai un, je suis amusé à les mettre dans un seul pod, ce qui n'est pas la bonne pratique, hein, mais c'est quand même plus pratique de les avoir dans des pods différents, c'est fait pour.
Mais normalement, dans celui-ci, voilà, les conteneurs sont dans un seul pod. Et là, bah, forcément, je me retrouve à mettre des container ports qui sont différents, hein, parce que sinon, ça va pas marcher, hein, ils vont pas pouvoir se causer. Parce que là, pour le coup, eux vont être sur la même carte réseau. Voilà, c'est ça. Et dans Swarm, par défaut, bah, en fait, ça utilise là où les cartes réseau de la machine. Donc, Du coup, si on a deux pods sur le même worker, ils auront la même carte réseau aussi. J'ai pas bien non, compris, parce que tout est virtuel. Enfin, voilà, il y a la couche au-dessus. Donc il y a 3 couches de réseau. Enfin, donc du coup, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. En fait, il y a quelque part, on pourrait considérer qu'il y a une carte réseau dans le pod. C'est sans doute pas ça. Les puristes me taperaient dessus, mais ça simplifie pour réfléchir. J'ai une carte réseau dans mon pod, et les pods sont eux-mêmes encore sur des cartes réseau. Voilà. Et il n'y a que lorsque je crée un service, un cluster IP, là, l'IP, elle est vraiment elle est déclarée à ce niveau-là, quoi, au niveau supérieur, quoi. Là, effectivement, je ne pourrais pas, sur une IP, si j'ai accroché plusieurs pods sur un service, si j'accrochais des pods différents, il faut vraiment que ce soit la même appli qui est derrière, parce que sinon, il faudra que j'utilise des ports différents en fait, entre les pods. Ça ne m'aiderait pas à l'idée de mettre derrière un nom des trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est faisable en fait. C'est là où ça devient compliqué, quoi, en fait. Sur cette partie réseau, c'est vite très très compliqué, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours des choses de base. On construit nos pods, on construit un service par-dessus, et puis après on vient appeler le service, et voilà, ça marche. Je voulais savoir, est-ce que tu recommandes un outil de monitoring pour Kubernetes? Pas du tout. Je les ai pas testés. Quoi que ce soit, ou plus ligne de commande en fait. Bah, l'outil de monitoring, de toute façon, en fait, naturellement, tous les logs sont disponibles sur tous les pods. Donc après, on peut les ingérer un petit peu comme on veut, quoi. Et là encore, on va rajouter des extensions, etc. Alors, ça dépend du fonctionnement de chacun, quoi. Voilà, on peut plugger un Datadog, hein, qui a un SaaS. Alors évidemment, quand on plug Datadog, on peut rajouter des agents à l'intérieur ou directement, ça dépend comment on le fait. Mais on peut mettre du Datadog, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, quoi. Du Prometheus, c'est quand même celui qu'on voit le plus, c'est sûr. Mais on peut utiliser n'importe lequel. Tous ceux qui font de l'APM et du log, ils ont tous une implémentation facile à intégrer à Kubernetes. Enfin, plus ou moins. Ça dépend du nombre de configurations qu'il y a à mettre. Parce que souvent, c'est caché derrière ce qu'on appelle un package Helm, des charts Helm, qui quand même facilite un petit peu les choses, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont pré-packagé pour nous, pour pas qu'on ait tout à faire à la main, quoi. Voilà. Et théoriquement, pour ceux qui s'intègrent le mieux, on n'a rien de particulier à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la configuration, c'est dans le meilleur des mondes, j'ai rien à rajouter dans mes fichiers manifestes, quoi. Je ne fais que créer des pods et automatiquement, les logs vont atterrir au bon endroit, quoi. À condition que j'ai sorti mes logs dans la sortie standard, quoi. Voilà. Si j'ai fait d'autres choses, il va falloir modifier un peu. Il va falloir réfléchir.